Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h15 et c'est l'homme qui pourrait vous couper l'électricité cet hiver si on n'a pas suffisamment de courant sur le réseau. Thomas Vérinck, le directeur exécutif de RTE, le gestionnaire du réseau électrique. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Good Morning Business. Vous êtes l'homme du jour et figurez-vous que Mathieu Pechberti, notre journaliste spécialisé de ces sujets, notamment électriques et énergétiques, a des doutes. Il pense que vous allez couper le courant. Pourquoi, Mathieu, vous pensez ça ? Non, mais le message qu'envoie RTE est très clair hier. Il dit l'hiver se passera bien s'il y a des économies d'énergie. C'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut absolument des économies d'énergie, sinon il y aura des coupures dans tous les scénarios que présente RTE. Il y a ce risque de coupure. Alors évidemment, si l'hiver est plutôt clément et si on n'a pas de pénurie de gaz, elles seront peu nombreuses a priori, quelques-unes peut-être, mais si évidemment l'hiver est beaucoup plus froid et s'il y a en plus des pénuries de gaz, là on bascule dans les scénarios beaucoup plus durs, même s'ils sont, comme ça a été dit hier, très improbables. Alors quand on parle de coupure, on ne parle pas de grands blackouts au niveau national, pas de rupture soudaine du réseau, mais des coupures en tout cas anticipées, ce qu'on appelle des délestages programmés, qui peuvent durer jusqu'à 2 heures sur des zones limitées ou des petites zones denses dans les villes ou des zones un peu plus vastes, cette fois-ci dans les zones rurales. Et effectivement, pour éviter cela, on va demander aux Français de faire des économies d'énergie. De combien ? Là encore, ça dépendra de la météo, donc on verra 30 jours avant, mais les ordres de grandeur sont 10%, dit Elisabeth Borne. RTE va même plus loin dans certains cas, jusqu'à 15%. Et on voit bien que les premiers pourcents, jusqu'à environ 5%, sont assez faciles pour tout le monde, que ce soit les particuliers ou les entreprises, à économiser. Dès qu'on vise en tout cas 10-15%, on arrive sur des changements de mode de consommation. Thomas Vérinck, coupure ou pas coupure ? Alors bonjour, merci de me recevoir ce matin. Quand même 2 mots sur le contexte parce que ça permet d'expliquer ce diagnostic. On est dans une crise énergétique et en fait il y a 3 grands paramètres. Il y a la crise gazière. La crise gazière elle est européenne et en fait elle est antérieure à l'invasion de l'Ukraine. On a été déjà à Noël en train de commenter l'évolution des prix du gaz. C'est important parce que beaucoup de pays européens produisent de l'électricité à base de gaz, et c'est important aussi pour tous les consommateurs de gaz. Donc ça, c'est quand même la première tranche. Il y a une deuxième tranche, c'est une crise de production nucléaire. Aujourd'hui, le parc nucléaire fonctionne à mi-puissance. C'est normal qu'il y ait des réacteurs à l'arrêt, pendant l'été, à l'automne. C'est inhabituel qu'il y en ait autant. Donc la question, c'est pour l'hiver, quelle sera la production nucléaire ? Et ça, c'est une crise qui est particulièrement française. Et puis, il y a quand même la sécheresse. La sécheresse, elle a eu de multiples répercussions, mais notamment sur la production hydraulique. L'hydraulique, c'est notre deuxième source de production d'électricité. Alors, on n'en parle pas beaucoup, mais vous voyez que quand on combine ces éléments, c'est légitime, c'est naturel qu'on arrive à une situation où le risque est accru. Et donc, ce qu'on a fait hier, c'est qu'on a quand même posé 3 éléments. Un élément de diagnostic, et le diagnostic, c'est jamais tout blanc ou tout noir, c'est pas manichéen. Dans différents scénarios, on essaye de voir quels sont les risques. On a essayé d'apporter des solutions et de montrer comment, par des économies d'énergie, de la sobriété et des actions spécifiques, on pouvait réduire le risque. Et puis enfin, on a fait une analyse économique qui me semble importante parce qu'on parle de risques qui peuvent se matérialiser dans un certain nombre de situations, mais la répercussion principale, c'est une augmentation des prix, et ça, celle-là, elle est déjà là. Ouais. Thomas Vérinck, quand même, pour y arriver, pour passer le cap difficile de cet hiver, il faudra faire des économies. Vous parlez de 10%, Mathieu nous disait peut-être même 15%. Il y a un outil qui existe, qui s'appelle EcoWatt, qu'on va effectivement essayer de faire adopter par les Français. Sauf que j'ai regardé, dans les zones où c'est utilisé, en Bretagne par exemple, EcoWatt fait économiser 1 à 2% de la consommation électrique de la zone. Là, on cherche 10%. Est-ce que on a vraiment les outils pour faire baisser la consommation de 10 à 15%? Alors, le premier levier pour faire baisser la consommation, c'est le plan sobriété. Et ça, ce sont les actions qui seront annoncées par le gouvernement, qui sont en train d'être travaillées par les différentes filières. Et on va dire que si jamais on arrive à faire baisser la consommation de quelques pourcents, une grande partie du risque dont on parle ce matin sera repoussée. Et puis EcoWatt, c'est pour gérer les situations d'urgence. De crise, oui. On aura une alerte un peu comme... On aura une alerte avec 3 couleurs. Enfin, vert, c'est tout va bien. Orange, éco-geste bienvenu, la situation est tendue. Il n'y a pas de risque de coupure, mais bon, faites attention. C'est mieux de faire des économies. Et rouge, ça voudra dire, si on ne fait pas d'économies, alors il y aura des coupures. On doit se mobiliser. Mais est-ce que le risque, c'est pas que tout le monde se dise, c'est mon voisin qui va faire des économies ? Vous parliez de EcoWatt
il y a un ancêtre d'EcoWatt qui existe en Bretagne et en région PACA. Pourquoi ? Parce que c'était des régions qui, historiquement, étaient fragiles en matière de sécurité d'approvisionnement pour des questions de réseau. C'était la Bretagne, vous savez, on dit souvent que c'était une péninsule électrique et très peu de production et pas assez de capacité pour acheminer l'électricité. Là, effectivement, on doit aller à une autre échelle. On doit aller à une autre échelle parce que l'objectif, ce sera dans ces situations-là de gagner entre 1 et 5% de consommation d'électricité. Dans la quasi-totalité des cas, ça suffira. Il y a quelques cas extrêmes sur lesquels on pourra revenir où il faudra aller plus loin. Mais si on arrive à faire entre 1 et 5%, on écarte l'essentiel des risques. Mais aujourd'hui, on en est toujours à demander de faire des efforts aux particuliers, aux entreprises, à essayer d'être pédagogue. Il n'y a aucune campagne qui existe en France pour demander vraiment des choses précises. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on ne veut pas atteindre jusqu'à 10% d'économie d'énergie et qu'on ne fait que des petites demandes, ça ne revient pas juste à mettre un cierge à l'église? Alors, encore une fois, je pense qu'au cours de l'été, le travail qui a été mené, qui est en train d'être mené par les pouvoirs publics, moi j'ai assisté à des groupes de travail en juin et en septembre, c'est quand même pas du tout la même ambiance. Il y a eu beaucoup de progrès. Par contre, l'idée, c'est quand même de cibler dans un premier temps les entreprises et les collectivités, et c'est la même idée pour le signal EcoWatt. Le signal EcoWatt, il existe depuis un certain temps, vous l'avez dit, et on a tendance à penser que ça peut être que pour les particuliers, mais ce n'est pas du tout le cas. Il y a beaucoup de leviers qui sont dans les entreprises, et notamment dans les bâtiments. L'objectif, ce n'est pas que les industriels baissent la production de biens. L'objectif, ce n'est pas de toucher l'économie. Ça peut être tout simplement de baisser le chauffage dans les bâtiments tertiaires. Le chauffage, c'est fondamental dans la production d'électricité. Le chauffage, très clairement, que ce soit pour la consommation de gaz ou pour la consommation d'électricité, c'est le premier poste, c'est celui sur lequel on peut faire le plus d'économies. Donc vous voyez, l'idée n'est pas de demander aux particuliers de faire des efforts tout seul. Et d'ailleurs, personne ne comprendrait qu'on lui demande de réduire sa consommation s'il marche dans une ville totalement éclairée. Je veux dire, il y a un certain nombre de choses, y compris symboliques, qu'il faut faire et qu'il faut demander en premier aux entreprises et aux collectivités. Mathieu. Vous disiez que le redémarrage des réacteurs était évidemment essentiel pour passer l'hiver prochain. Le PDG d'EDF hier disait qu'il était confiant dans la tenue de son calendrier. Vous, dans vos scénarios, vous l'êtes beaucoup moins. Alors pourquoi ? Vous pensez qu'EDF est trop optimiste dans ce calendrier de redémarrage des réacteurs ? Alors, je ne sais pas si EDF est trop optimiste, mais RTE, c'est un gestionnaire de réseau, donc c'est par définition un être prudent. Voilà. Nous, on doit se confronter à une probabilité de ce que sera l'hiver, et on sait, en appliquant des lois statistiques, que même si on souhaite remettre en service tous les réacteurs, il y a souvent un certain nombre d'aléas qui se produisent, plus un programme de travail industriel qui est considérable à faire sur les réacteurs nucléaires. Je rappelle qu'on est à la fois dans une situation où il y avait de manière structurelle un grand carénage du parc à faire, des changements de gros composants sur les centrales pour prolonger leur durée de vie, notamment celles qui approchent la durée de 40 ans. Donc ça, c'est structurel et on sait que le pic de cette activité, c'est entre 2020 et 2025. En plus, ça a été désorganisé par la Covid et notamment le premier confinement. Et cerise sur le gâteau, si j'ose dire, l'année dernière a été identifié dans un certain nombre de réacteurs un défaut de corrosion. Sur les réacteurs les plus récents, des réacteurs ont été mis à l'arrêt pour contrôler. Alors, il y en a certains qui sont touchés, d'autres non, mais c'était légitime de faire ce contrôle sur tout le parc. Et puis maintenant, ces réacteurs, il faut les remettre en service. Donc là, il y a quand même un enjeu vraiment important. Je rappelle, le parc nucléaire produisait 400 TWh il y a une dizaine d'années. Cette année, ça sera entre 280 et 300. C'est un vrai manque de production. Thomas Vérinck, est-ce que vous allez demander plus aux entreprises énergétivores, c'est ça, ou énergivores ? Énergivores, j'y arrive jamais. C'est-à-dire qu'on les a reçus, par exemple les producteurs d'aluminium, ils nous expliquaient que si on arrêtait leur usine ne serait-ce que de 2 heures, on casse l'outil industriel. On ne peut pas redémarrer une usine. Il n'y a plus qu'à la raser, même. Il n'y a plus qu'à la raser, nous dit-il. Est-ce que vous êtes en train de changer les plans de délestage ? Non, alors il faut savoir qu'un grand nombre de grands consommateurs sont déjà partis à des dispositifs dits d'interruptibilité ou d'effacement. Est-ce qu'il faut renforcer ? En fait, ils sont déjà rémunérés pour pouvoir, dans un certain nombre de situations et pour des durées courtes qui sont compatibles avec leur process industriel, pouvoir réduire leur consommation. Et en fait, c'est pris en compte d'emblée. Ce sont les leviers techniques qui sont invisibles pour la population. Alors bien évidemment, il faut que ce soit proportionné. Je l'ai dit, l'idée des économies d'énergie qu'on a à faire, c'est pas d'aller toucher le potentiel de production. Au contraire. Donc, on a cherché et on a travaillé avec ces industriels
là où ils pouvaient contribuer au système, et ça, c'est déjà pris en compte. Donc l'idée, c'est pas du tout de raser les usines. Tout à l'heure, vous avez dit un mot qui m'a un peu interpellé. Vous avez dit, ça, on va faire ça, on essaie de réduire la consommation de 1 à 5%, mais dans certains cas, il faudra aller plus loin. Vous entendiez quoi par ça ? J'entends que quand on présente un diagnostic, on se confronte à plusieurs configurations. En fait, on a 3 grands paramètres qui ne sont pas encore complètement donnés pour l'hiver prochain. On a le parc nucléaire, on vient d'en parler. Ouais. Où est-ce qu'on en sera ? Bon, nous, on a fait nos analyses, on est prudent, mais si jamais on arrive à remettre tout en service, forcément, la situation sera beaucoup plus facile. On a la question des échanges d'électricité en Europe, qui est probablement la chose la plus discriminante. Donc là, oui, bien évidemment, plus le système des échanges et le droit communautaire fonctionne, plus on est solidaires les uns avec les autres en gaz et en électricité, mieux ce sera. Et puis on a la consommation. La température notamment, de l'hiver. On a la consommation avant même que ce soit la météo. La consommation, on a été prudent, on a considéré qu'elle était comme aujourd'hui. Du fait du plan de sobriété ou du fait de l'augmentation des prix, ça pourrait la faire baisser. Et donc là encore, ça aidera Et si ça passe pas, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, effectivement, ce que vous disiez qui est vraiment important à avoir en tête, nous, on regarde toutes les situations. Donc, dans la quasi-totalité d'entre elles, en fait, il n'y a pas de problème. Si l'hiver est doux, vous n'entendrez pas parler de RTE cet hiver, et ce sera très bien pour vous, très bien pour nous. Mais là, c'est le cierge à l'église, encore une fois. Ouais. Si on est dans une situation médiane, ce qui n'est pas le cierge à l'église, le nombre de jours où on demanderait des actions spécifiques, il sera compris entre 0 et 5. Et là, c'est l'essentiel des situations. Là, vous pourriez arrêter le courant chez les particuliers pendant 2 heures, par exemple. Non, c'est là où on demandera des diminutions volontaires de la consommation, et notamment en premier aux entreprises avec lesquelles on signe en ce moment un certain nombre de partenariats. Et c'est là où EcoWatt va dire c'est rouge. C'est là où EcoWatt dirait on est passé dans une situation rouge, et notre objectif, c'est d'être allé chercher le potentiel chez les entreprises. Elles sont en train de signer des conventions, et la semaine prochaine, on aura un événement avec toutes celles qui ont signé. Donc il y a une mobilisation qui est en cours, une mobilisation qui est très impressionnante par rapport à ce qu'était le dispositif EcoWatt par le passé. Et le worst case scénario, comme on dit ? Et effectivement, on regarde, on nous reprocherait de ne pas regarder les situations les plus improbables, même si elles sont très difficiles, parce qu'en fait, c'est notre métier de nous y confronter et de regarder ce qui se passe. Dans le pire des cas, qui confronte une hypothèse brutale sur les échanges européens, c'est-à-dire une situation où toute l'Europe, du fait d'une pénurie gazière, serait vraiment en très grande difficulté. Plus un hiver très froid, un hiver qu'on n'a pas connu depuis plus de 10 ans, avec notamment un mois de décembre très froid, on pourrait aller jusqu'à une 30aine de jours qui sont signalés. Bon, ça, c'est le scénario du pire. Il est vraiment très improbable, mais bon, il existe. C'est pour ça qu'on l'a mentionné. Le blackout est impossible ? Le blackout, c'est la perte de maîtrise complète du système. Donc, ce n'est pas du tout ce dont on parle. Nous, l'objectif, c'est de faire par palier. Si jamais on baisse les consommations, déjà, il n'y aura pas de coupure. Et après, si jamais on est au levier des coupures, c'est toujours par palier, et c'est jamais la perte de l'alimentation électrique complète du pays. Je ne sais pas sur quoi il faut qu'on mise. Je vais quand même mettre un siège à l'église, moi, en ce qui me concerne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Thomas Vérinck, directeur exécutif de RTE.